Et lorsqu'on parle de développement économique accéléré, il ne s'agit pas simplement de PIB ou de chiffres. On parle d'une transformation qualitative rapide, basée sur les forces locales, les infrastructures et les compétences humaines, comme l'ont défini Amartya Sen et le PNUD. Le Grand Nord, longtemps spectateur, se retrouve aujourd'hui face à un tournant. Et nous disons avec conviction, oui, je le répète, oui. Le siège prolongé de Port-au-Prince représente une chance historique. Pas une célébration cynique de la douleur, bien sûr, mais une opportunité lucide d'autonomisation et de développement économique accéléré. Pour étayer cette position, nous présentons 4 arguments. Premièrement, le chaos de Port-au-Prince permet l'autonomisation des collectivités du Grand Nord. Deuxièmement, il ouvre la voie à un développement économique accéléré par le tourisme et le commerce transfrontalier. Troisièmement, il stimule une dynamique de résilience portée par l'éducation, l'entrepreneuriat et les ressources locales. Et quatrièmement, il provoque un rééquilibrage national bénéfique à l'ensemble du pays. J'ai en charge les 2 premiers arguments. Haïti a longtemps vécu sous un pouvoir central hypertrophié. En 2015 déjà, les sociologues dénonçaient une république à une seule ville, où plus de 70% du budget allait à Port-au-Prince au détriment du reste du pays. Cette centralisation qu'on a vécue jusqu'ici a paralysé tout développement endogène. Mais aujourd'hui, la donne change. Le repli de l'État central crée un vide. Et comme la nature, la politique a horreur du vide. Dans le Grand Nord, ce vide est comblé par les collectivités territoriales. Selon l'IHSI, depuis 2021, on observe une migration interne massive vers le nord. À Fort-Liberté, les conseils communaux organisent l'accueil des déplacés. À Milo, des comités supervisent la distribution de vivres. À Pillon ou au Cap-Haïtien, des coalitions locales sécurisent les marchés. L'OIM, dans son 3e bulletin sorti en avril 2025, et la Fondation Saint-Luc documentent cette mobilisation. Ce sont les maires, les CASEC, les ONG de proximité qui prennent en main la gestion quotidienne. C'est ce que James Scott appelait dans Sing Like a State, la force silencieuse des savoirs locaux. C'est ici que naît l'autonomisation. Non pas dans un rêve d'indépendance, non, mais dans la gestion de la vie quotidienne, une démocratie du quotidien. Et cela, c'est inédit. C'est historique et surtout, c'est irréversible. Car lorsqu'un peuple goûte à la maîtrise de son destin, il ne revient pas en arrière. Pendant que Port-au-Prince s'épuise sous les balles, les investisseurs se détournent et le Grand Nord devient visible. Commençons par le tourisme. Le Cap-Haïtien, c'est la citadelle La Ferrière, les plages de la Badie, le palais sans souci, pour ne citer que. La Badie reçoit déjà plus de 200 000 croisiéristes par an. Et surtout, la stabilité relative de la région attire des projets que la capitale ne peut plus accueillir. Par exemple, ce concours de débat qui fait expérience de sa première édition ici au Cap-Haïtien. Et je vous assure, il s'étonne du potentiel. À cela s'ajoute l'aéroport international du Cap-Haïtien, modernisé avec le BID, qui relie directement la Floride et les Caraïbes. Le commerce transfrontalier, il explose. À Wanamint, à Feurier, à Dayabon, près de 30% des échanges haïtiano-dominicains passent par là. Le chaos de Port-au-Prince redirige les flux, les matériaux de construction. Le Grand Nord ne construit pas une forteresse régionale. Il construit une base pour l'équilibre du pays tout entier. Il veut aider l'État à se relever, mais autrement, depuis les territoires. Alors oui, Port-au-Prince souffre, et cette souffrance, nous ne la minimisons pas. Mais notre responsabilité, c'est de transformer cette douleur en force collective. Comme l'écrivait Francis Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La mission du Grand Nord aujourd'hui, c'est de transformer le vide en force, la crise en levier, la marginalisation en propulsion. Et c'est pour cela que nous affirmons avec rigueur et espoir, oui, il y a une chance et nous devons la saisir aujourd'hui. Je vous remercie. Le silence, je appelle
vraiment à mon auditoire que le silence pour nous aujourd'hui est très important. Nous avons pu réussir les 6 derniers matchs et il y avait vraiment comme pierre angulaire le silence. Nous souhaiterions vraiment continuer avec le même format. Merci de nous aider à respecter le format instauré par le MAPOLAB. 1 minute pour les juges. La minute étant écoulée, nous allons maintenant faire appel à notre deuxième orateur et ce sera probablement le premier pour l'équipe pour. L'équipe contre alors. Quel est donc le canevas du contre 1? Il doit rapidement saluer l'auditoire et rejeter la définition des termes présentés par le pour 1. Il doit ajouter toutes les informations nécessaires et manquantes, telles que histoire, analyse du problème, tirée de l'introduction du débat, telle que représentée par le pour 1. Il doit réfuter de façon générale les points couverts par le pour 1. Il doit résumer sa position contre avec des exemples et nous présenter ce que lui, il compte couvrir et ce que son partenaire va couvrir. Il va prendre le soin de nous présenter l'argument contre, de couvrir le premier point, de fournir l'évidence ainsi que des preuves de son assertion. À la fin, il doit résumer ses points et il doit également se référer sur ce dont ses partenaires ou le partenaire suivant prendra le soin de couvrir. Veuillez recevoir avec moi, sans applaudissements, le contre 1. Sans applaudissements. C'est Jornéus Alexandre. Sans applaudissements. La division affaiblit une nation. L'unité est notre plus grande force. Membres du jury, chers contradicteurs, chère assistance, mesdames, messieurs, remarquez bien qu'il y a parfois des sujets qui défient les intelligences. Des sujets trop costauds pour des cerveaux en béquille. Des sujets qui désapprouvent, qui déshabillent et risibilisent toute pensée crochue. Ce sujet, quant à lui, rit nos contradicteurs qui disent long mais n'affirment rien. Eux-mêmes ont fait ce petit constat. Menés par le vent et la spéculation, ils naviguent dans ce débat vaille que vaille. Heureusement que nous sommes là. Ils vont recevoir de nous en cadeau une boussole. Nous espérons qu'ils n'oublieront pas de nous remercier après. Mesdames, Messieurs, nos contradicteurs, sans hésitation et conscience, cherchent à nous induire en erreur en nous efforçant à prendre pour chance, et même le dire avec exagération, chance historique, l'échec de l'État à Port-au-Prince. Mauvais haïtiens, quand nous l'attendons, nous savons. Ils prétendent que le chaos et la chute de l'État à Port-au-Prince sont une aubaine pour le Grand Nord. Or, Haïti est une main, et quand le pouce est blessé, l'index est aussi bien affecté. Quand la capitale s'effondre, mesdames, messieurs, le Grand Nord ne prospère pas, il suffoque. Clamer que le siège prolongé de Port-au-Prince libère un espace pour le développement économique accéléré du Grand Nord et son autonomisation est un mépris grossier. Ce qui se passe dans la tête de l'haïtien parfois, même le diable s'estime n'être qu'un simple apprenti. Alter Presse, en janvier 2025, rapporte que 40 000 personnes, dont des milliers d'enfants et de femmes enceintes, ont fui Port-au-Prince. Et cela perpétue.
Présenter cette tragédie comme une chance, comme nos contradicteurs, est non seulement naïf, mais insultant pour les victimes. Comme promis, offrons maintenant à nos contradicteurs la boussole. Selon Ortholang, le siège prolongé relève d'un conflit social, politique et sécuritaire durant lequel la capitale du pays se retrouve paralysée, notamment en raison des violences, des blocages et de contrôles armés dans la plupart des zones. L'autonomisation, elle, selon le dictionnaire de l'Académie française, indique la possibilité pour un pays ou une région d'effectuer sans aide les principales activités sociales et économiques et de s'adapter à son environnement. Alors que le développement économique accéléré, selon la Banque mondiale, n'est que l'augmentation de la croissance économique impliquant la production et l'amélioration de la qualité de vie dans une période courte. Nos contradicteurs avancent que le siège prolongé redirige les flux économiques vers le Grand Nord, qu'il favorise l'autonomie régionale. Ces idées avilissent leur position qui expose plus de théâtre que du sérieux. Pendant que la proposition vous vend du vide argumentatif avec leur prétendue chance historique, nous, de l'opposition, tâcherons de faire valoir notre approche avec des arguments sensés et avisés. Notre alternative, mesdames, messieurs, chers jurés, s'intitule ainsi « Un développement durable pour le Grand Nord passe par la stabilisation nationale, des infrastructures solides et une gouvernance équitable, mais non par une chance historique. » Chers jurés, avec seulement 4 arguments, nous allons prononcer des vérités incontournables. Premièrement, le siège prolongé asphyxie l'économie du Grand Nord et perturbe les réseaux nationaux. Deuxièmement, le Grand Nord est en manque d'infrastructures et ne peut saisir en aucun cas cette prétendue chance historique. Troisièmement, la décentralisation fracture Haïti. Et pour finir, le Grand Nord n'a pas besoin d'une quelconque chance historique pour être autonome et développer son économie de manière accélérée. Je présenterai les 2 premiers arguments, l'asphyxie économique et le déficit infrastructurel. Le débatteur suivant abordera les divisions régionales et enterrera l'idée que le siège prolongé représente une chance historique pour le Grand Nord. Chers jurés, nos contradicteurs ne vous le diront pas. Non, ils ne vous le diront pas. Mais le siège prolongé étrangle l'économie haïtienne et le Grand Nord en particulier. En paie sévèrement le prix. Le port de Port-au-Prince, bloqué, paralyse les approvisionnements. Or, 90% des importations d'Haïti, selon Alter Press en 2023, se font à Port-au-Prince. Le Grand Nord, sans carburant, aliments et intrants industriels suffisants, loin de capter ces opportunités dont nous parlent nos contradicteurs, subit des hausses de prix et des pénuries. La Chambre de commerce haïtienne en 2024 note une augmentation de 30% des coûts de transport vers le nord à cause des routes contrôlées par les gangs. La proposition prétend que c'est une chance, comme si c'était de miser sur 0,440 et gagner à la loterie. Quelle mauvaise plaisanterie! À Cap-Haïtien, à Saint-Raphaël et dans d'autres communes, selon Vente-Bef Info, les petits commerçants ferment boutique, incapables de s'approvisionner sans payer des fortunes pour des marchandises bloquées ou détournées. Ce n'est pas de l'autonomisation, c'est de la survie. Le siège prolongé, encore une fois, ne libère pas le Grand Nord. Il l'enchaîne à une économie nationale en chute libre. Pas besoin d'être à l'université pour comprendre ce détail. C'est dommage qu'en plein débat que l'intelligence de l'équipe adverse joue au cache-cache avec son sens de raisonner. D'autres défendent l'indéfendable, mais eux, ils défendent l'intolérable. Le Grand Nord n'a pas les fondations, chers jurés, pour transformer une crise en opportunité. Un développement économique accéléré, comme le souligne l'Agence de développement économique du Canada, exige des routes fiables, des ports modernes, une électricité constante. À l'évidence, le Grand Nord est sous-équipé. 80% des routes sont non pavées et seulement 30% des zones rurales ont accès à l'électricité selon la Banque mondiale en 2023. Nos contradicteurs imaginent un essor magique sans ces bases,
Nous comprenons. Ils aiment, comme à la plage, construire leur château sur du sable. Prenons le parc industriel de Caracol, qui fonctionne avec un accès limité aux marchés mondiaux. Le siège prolongé, en bloquant les intrants, aggrave cette paralysie. Où est l'opportunité dans tout ça? La voyez-vous? Moi non. Le siège prolongé, chers jurés, ne dynamise pas le Grand Nord. Il expose son retard structurel et ridiculise l'optimisme de nos contradicteurs. Cher public, nous venons seulement de rappeler à nos contradicteurs que le siège prolongé n'est pas une chance, mais une crise qui exige unité et pragmatisme. Pendant qu'ils vous invitent à croire en un conte de fées, nous vous offrons la vérité. Le développement économique n'est pas une chance. Il est une démarche praxéologique, c'est-à-dire un ensemble d'instruments et de techniques dont il convient d'analyser leur appropriation et leur mise en pratique. Nous remarquons comme vous qu'ils refusent d'admettre que le Grand Nord est aussi concerné par les problèmes actuels du pays, qu'il patauge dans la précarité comme toutes les autres régions. C'est en raison de cela qu'il nous faut un diagnostic afin de savoir, entre cécité intellectuelle et égoïsme effréné, de quoi sont-ils vraiment atteints. Merci. Le silence. 1 minute pour les juges. Le silence. La minute étant écoulée, nous allons appeler le deuxième intervenant de l'équipe pour, qui fera rapidement une brève réfutation des propositions ou des questions du contre. Il doit référer encore au plan et réitérer la nécessité du changement couvert par son partenaire. Il doit présenter ses points de vue. Il doit aussi fournir des arguments. Il doit terminer avec des preuves et soutenir et avancer avec un troisième argument. À la fin, il va résumer tous les arguments et conclure sa position en demandant à l'assistance de supporter sa cause. Merci de recevoir le pour 2, sans applaudissements. Sans applaudissements. Sans applaudissements. C'est Jenny Saint-Laure. Ce que l'équipe adverse appelle théâtre, bricolage de crise, survie, c'est en réalité la créativité démocratique. Les collectivités territoriales sont déjà légalement décentralisées. Ce moment historique ne fait que ramener la réalité à la légalité. Alors non, ce n'est pas une dérive, c'est une réponse. Refuser d'agir tant que Port-au-Prince ne se relève pas, c'est s'agenouiller devant la tente. Le Grand Nord, lui, se lève. L'orgueil déplacé de capital fort ne doit pas nous empêcher de saisir cette chance. Distingués membres du jury, chère assistance, chers compétiteurs, mesdames, messieurs. À entendre nos adversaires, on croyait que le Grand Nord ne peut que subir, dépendre ou attendre. Pour étayer notre position, ma coéquipière a posé les bases en présentant clairement comment la situation chaotique de Port-au-Prince offre une voie vers l'autonomisation des collectivités territoriales du Grand Nord. Et comment elle ouvre des perspectives d'investissement accrues dans le tourisme et le commerce transfrontalier. Dans la continuité de cette analyse, nous allons à présent explorer deux autres dynamiques essentielles.
D'abord, nous démontrerons comment le siège prolongé de Port-au-Prince favorise une dynamique de résilience portée par les ressources locales, l'éducation et l'entrepreneuriat. Et ensuite, nous mettrons en lumière en quoi l'autonomisation du Grand Nord représente un bénéfice pour rééquilibrer et relancer Haïti. Notre troisième argument, le siège prolongé de Port-au-Prince favorise une dynamique de résilience portée par les ressources locales, l'éducation et l'entrepreneuriat, nous montre que la situation contre le Grand Nord a se tourner vers ses propres ressources, notamment l'agriculture et la pêche, pour relancer son développement économique. Ce contexte de crise, loin d'être un obstacle insurmontable, pourrait bien marquer un tournant historique dans la reconstruction économique du pays. Depuis la période de l'occupation américaine, l'économie haïtienne a souffert d'une centralisation excessive autour de Port-au-Prince. Selon le rapport de la Banque mondiale sur le développement territorial d'Haïti en 2023, plus de 65% des activités économiques formelles sont concentrées dans la capitale, créant une dépendance malsaine des régions périphériques. Le Grand Nord, avec ses terres fertiles et son accès à la mer, possède pourtant un potentiel agricole et halieutique considérable. D'après les études de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, la région pourrait non seulement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également développer des filières d'exportation rentables de la production de cacao, de mangue et de produits de la mer. Cette réorientation est non seulement nécessaire, mais prometteuse. Des initiatives récentes, telles que le programme de développement rural intégré du Nord, documenté par le ministère de l'Agriculture en 2022, ont déjà permis d'augmenter la production agricole de 28% dans certaines zones pilotes, grâce à l'introduction de techniques agroécologiques adaptées. Le professeur Jean-Robert Seffort de l'Université d'État d'Haïti souligne dans sa récente étude Résilience agricole en temps de crise en 2024 que le blocage des routes vers Port-au-Prince a paradoxalement stimulé les marchés locaux et les circuits courts dans le Nord, favorisant une révalorisation des produits du territoire et une meilleure rémunération des producteurs locaux. De plus, la situation favorise l'émergence de nouvelles dynamiques éducatives et entrepreneuriales locales dans le Grand Nord, jetant les bases d'un développement plus endogène et plus durable. Face à l'impossibilité de se rendre dans la capitale pour poursuivre des études supérieures, nous assistons à un renforcement des institutions éducatives locales. Selon le rapport de l'UNESCO, Éducation en situation de crise, le cas haïtien 2023 concernant l'augmentation des inscriptions dans les universités régionales, cette rétention des talents locaux s'accompagne d'une adaptation des cursus aux besoins territoriaux spécifiques. Sur le plan entrepreneurial, l'Observatoire de l'économie haïtienne a documenté l'apparition de plus de 200 nouvelles entreprises dans le Grand Nord en 2022 et 2024, principalement dans les secteurs de la transformation agroalimentaire, des services numériques et de l'artisanat. La Chambre de commerce et de l'industrie locale, ce dynamisme est soutenu par des initiatives comme le Hub d'innovation du Cap haïtien, un incubateur qui a déjà accompagné plus de 50 startups depuis sa création en 2023. Ainsi, la crise actuelle pourrait bien être le point de départ d'un véritable renouveau régional fondé sur ses propres forces. Notre quatrième et dernier argument, l'autonomisation du Grand Nord représente un bénéfice pour rééquilibrer et relancer Haïti. Il est important de noter que cette autonomisation progressive ne représente pas uniquement un avantage localisé, mais bien un modèle potentiellement transformateur pour l'ensemble de la nation haïtienne. Selon l'économiste Raymond Gentil de l'Institut haïtien de développement régional,
Une répartition plus équilibrée des pôles de développement réduirait significativement la vulnérabilité systémique du pays face aux crises. De fait, le rapport vers un développement territorial équilibré publié par le PNUD en 2023 démontre qu'un pays doté de plusieurs centres économiques dynamiques présente une résilience accrue face aux catastrophes naturelles et aux troubles sociopolitiques. Fritz Alphonse Jean, économiste haïtien, souligne dans son écrit « Haïti, la fin d'une histoire économique » publié en 2019 que la concentration excessive des activités économiques à Port-au-Prince a créé un déséquilibre territorial majeur. Selon ces analyses, près de 80% des activités économiques formelles sont concentrées dans la zone métropolitaine. Par conséquent, tous ces potentiels économiques ont tendance à se rediriger vers le Grand Nord. Le Grand Nord pourrait également servir de laboratoire pour une nouvelle approche de gouvernance décentralisée. Mesdames, Messieurs, il est temps d'accepter cette évidence. La crise actuelle, aussi douloureuse soit-elle, peut ouvrir la voie à un modèle de développement plus équilibré. Le Grand Nord d'Haïti, berceau de notre indépendance, le montre. Une voie qui offre une possibilité d'autonomisation des collectivités territoriales, qui permet une ouverture accélérée d'investissements dans le tourisme et le commerce transfrontalier, qui favorise une dynamique de résilience portée par les ressources locales, l'éducation et l'entrepreneuriat, puis montre le bénéfice de l'autonomisation du Grand Nord pour rééquilibrer et relancer Haïti. C'est pourquoi, chers juges, nous réaffirmons notre position que oui, le siège prolongé de Port-au-Prince représente une chance historique d'autonomisation et de développement économique accéléré du Grand Nord. Mesdames, Messieurs, si vous croyez à une Haïti plus forte, si vous rêvez d'un avenir où chaque région a la capacité de développer ses propres atouts pour apporter un plus au développement de notre chère patrie, rejoignez-nous. Soutenez cette vision de Grand Nord autonome et innovant. Merci. Le silence. Le silence. 1 minute pour les juges. La minute étant écoulée, nous allons appeler notre dernier intervenant des discours constructifs et c'est le contre 2. Il doit réfuter les propositions ou questions du pour 2. Il doit donner davantage de références et soutenir les points de vue de son partenaire dans le plan global. Il doit présenter la partie de l'argument négatif. Il doit couvrir les points importants et montrer le deuxième point principal. Il doit fournir les preuves à l'appui aux arguments. Il doit couvrir les côtés bénéfiques auxquels ou présenter un troisième argument principal. Et pour ce troisième argument, fournir également des preuves, des faits ainsi que des statistiques. Il prendra le soin de nous faire une sorte de récapitulation de tous les points principaux. Il doit conclure la partie négative avec une sorte de résumé et doit également étayer ses points de vue et demander l'apport de l'assistance. Merci de recevoir Philippe John Watley, sans applaudissements. Sans applaudissements. Malheureusement, l'histoire se répète qu'une seule fois.
Le moment où le Grand Nord devrait profiter d'une chance pour accélérer son économie, c'est déjà fait. Depuis la naissance de ce pays, je vous rappelle, mesdames et messieurs, le Cap haïtien, appelé autrement Cap français, a été la capitale. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui qu'il faut parler d'une chance pour développer et être autonome. Je tiens également à remercier les adversaires qui ont pris le soin de citer pour nous de nombreuses richesses de la région du Grand Nord. Cela qui implique, cela qui explique, mesdames et messieurs, le Cap haïtien a déjà tous ses potentiels pour développer, pour être autonome et n'a pas besoin d'une chance. Parce qu'on a déjà tous les potentiels. Ils l'ont dit. Merci d'avoir cité pour nous les potentiels. Chers jurés, chers publics, mesdames et messieurs, le débat d'aujourd'hui est un test de lucidité. Et d'autant que vous avez l'esprit en éveil, il vous serait aisé d'apercevoir sans difficulté aucune lequel des deux groupes déraisonne. Nos contradicteurs nous demandent de voir dans le siège prolongé de Port-au-Prince une chance historique pour le Grand Nord d'être non seulement autonome, mais aussi de développer économiquement. C'est une idée séduisante, mais dangereusement fausse. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retourner avec moi en 1845, quand Louis Pierrot a qualifié Port-au-Prince de Port-au-Crime. À ce moment-là, Port-au-Prince connaît une situation difficile. Et en pensant pouvoir changer cela, il a fait de Cap haïtien la capitale d'Haïti. Malheureusement, un an plus tard, un président qui était élu à vie a été chambardé par ces mêmes criminels de Port-au-Prince. Ce n'est pas une chance. Il faut résoudre le problème du pays aujourd'hui. Nous avons démontré avec notre premier débatteur que les sièges asphyxient l'économie du Grand Nord en bloquant les approvisionnements et que le manque d'infrastructures rend tout essor impossible. Des sœurs et frères assassinés, violés, kidnappés, prennent la fuite vers le Grand Nord. Pourtant, des universitaires voient en cela une chance. Où est passé notre sentiment patriotique? Nous disons non, non. Et nos arguments sont des murs que nos contradicteurs n'arrivent pas à se passer. L'autonomisation et le développement économique du Grand Nord passe par un État fort, non pas une capitale affaiblie qui traîne avec elle tout le pays. Il nous faut des planifications. Nous de l'opposition allons vous relever les apories de l'équipe adverse, réaffirmer notre vision et introduire de nouveaux arguments. D'abord, montrer que la décentralisation fracture Haïti et ensuite que le Grand Nord n'a pas besoin d'une quelconque chance historique pour être autonome et développé dans une période courte. Entre l'autonomisation et le développement économique du pays ou d'une région, le choix ne doit pas être aussi difficile. Croire que le siège prolongé de Port-au-Prince est une chance qui a souri au Grand Nord, c'est condamné à dépendre de la capitale. On ne peut pas croire en cela. Chers jurés, chers publics, merci d'être édifiés. Nous avons déjà fait notre choix. Et nous vous exhortons à choisir là où la stabilité et les investissements profitent à tous. À croire que le Grand Nord peut être autonome et développé économiquement sans un siège prolongé. Bien au contraire, si le Grand Nord profitait de ce que Christophe nous a laissé aujourd'hui, on serait prêt d'accueillir, d'aider Port-au-Prince à sortir de cet état. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, Christophe pleure. Il pleure.
Il pleure de voir notre situation. Qui attend que Port-au-Prince soit accroupi pour pouvoir profiter d'une quelconque chose? Lui, il l'a fait pendant que Port-au-Prince était une parfaite concurrence. Présentons notre troisième argument. La décentralisation sabote toute chance de progrès collectif. Si nous parlons d'autonomisation, de développement économique accéléré d'une région, nous parlons aussi de décentralisation. La mise en place de cette dernière présente des défis énormes. Elle nécessite un équilibre délicat entre les pouvoirs du gouvernement central et des gouvernements régionaux pour éviter les conflits et assurer une coordination efficace. Elle nécessite également des institutions solides et des mécanismes de coopération intergouvernementale et de résolution des différends. En suggérant que le Grand Nord profite de la chute de Port-au-Prince, nos contradicteurs prouvent qu'ils n'ont aucun sens patriotique et en même temps oublient notre légende. L'union fait la force. Une petite histoire afin de laisser planer aucun doute sur notre approche. Après la mort de Dessalines le 17 octobre 1806, les camps de Pétion et de Christophe ne pouvaient pas s'entendre pour trouver un gouvernement qui leur convenait juste. Cette mésentente conduisit le pays à une scission avec le Royaume du Nord dirigé par Christophe et la République de l'Ouest par Pétion. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis avant nous, pensait sur la division. Il disait, une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. La scission, mesdames et messieurs, a eu des répercussions très négatives sur le pays. Rivalité entre les élites du Nord et du Sud, absence de vision générale pour le pays. Mutation géopolitique de l'État central, des tensions sociales, disparition du système économique national cohérent, absence d'unité de politique commerciale stable. Voyez bien, par ces énumérations, qu'il n'y a pas de peuple autonome sans unité. Diviser Haïti, comme nous le propose l'adversaire, c'est nourrir l'illusion de la liberté et enterrer toute possibilité d'accumulation nationale. Le siège a poussé des milliers de déplacés vers le nord, saturant les ressources et attirant les tensions. L'Organisation internationale pour les migrations a publié son dernier rapport le 26 janvier 2024 et relate ceci. En décembre 2023, plus de 310 000 habitants ont fui la capitale. Le grand nombre d'enfants déplacés est particulièrement inquiétant. Un rapport de l'ONU en 2025 note des conflits croissants à Cap-Haïtien autour des terres et des services publics, des problèmes de logement alimentés par cet exode. En misant sur la division de l'équipe adverse, ne construit pas l'avenir du Grand Nord. Elle le compromet avec lui et celui d'Haïti. Enfin, notre dernier argument, le Grand Nord n'a pas besoin d'une quelconque chance historique. À lui seul, le Grand Nord est imbibé de ressources pouvant mener à bien son autonomie et développement économique accéléré. Et cela sans siège prolongé qui servirait de chance historique. Le siège, en étant prolongé, peut être une chance pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord. L'importation massive des produits alimentaires peut résoudre le problème de la faim dans le pays. Quoi qu'il tente de prouver, il y a une vérité, mesdames, messieurs, qui doit être entendue. Le siège prolongé n'est pas une chance, c'est une crise qu'il faut résoudre dans l'immédiat. Elle paralyse Haïti, y compris le Grand Nord. Chers juges, nous avons prouvé, sans obstruction de l'équipe adverse, que le siège prolongé de Port-au-Prince étrangle l'économie, expose le sous-équipement du Grand Nord, menace l'unité nationale et n'est pas une chance pour le Grand Nord d'être autonome et de développer économiquement. Chers juges, chers publics, nul ici ne peut dire et prouver le contraire. Le siège prolongé est un obstacle dans le rassemblement collectif, un problème coriace qui sollicite union et conscientisation. Nous demandons à nos contradicteurs de fuir leurs propres idées, novices pour la nation, et d'embrasser notre vision ancrée dans la réalité. Merci infiniment. On se calme. 1 minute pour les juges.